Étudions maintenant les paramètres qui influencent la vitesse d'une élimination E1. Eh bien en fait c'est un peu les mêmes que les paramètres qui influencent la vitesse d'une SN1, puisque l'étape cinétiquement déterminante c'est la même, la formation d'un carbocation. Autrement dit, c'est la stabilité du carbocation qui compte. Le paramètre le plus important, c'est la classe de l'alcool. Plus l'alcool aura une classe importante, plus le carbocation formé sera stabilisé par les effets d'hyperconjugaison plus I, et donc plus il sera stable et plus la réaction sera facile. On peut aussi considérer les effets mésomères plus M quand il y en a. Dans ce cas, il faut étudier chaque cas en détail. De façon générale, ce qu'on peut retenir, c'est que pour un alcool tertiaire, c'est très facile de faire une élimination 1, puisqu'on passe par un carbocation tertiaire. Pour un secondaire, c'est possible, mais plus difficile. Et pour un primaire, c'est très difficile, ça n'arrive quasiment jamais. Un autre effet, différent cette fois de la SN1, c'est le chauffage. En effet, ça peut être un effet important, puisque comme c'est une élimination, de même que pour la E2, plus on chauffe, plus on va favoriser thermodynamiquement la réaction, et aussi d'ailleurs cinétiquement. Globalement, on favorise l'élimination. Savoir-faire D4. Prédire une compétition entre une SN2 et une E1 lorsqu'on fait la déshydratation d'un alcool en milieu acide. Donc l'objectif, c'est prévoir quelle réaction se produit lorsqu'on place un alcool seul dans l'acide sulfurique, H2SO4. L'acide sulfurique anhydre, donc là il y a juste de l'alcool avec de l'acide sulfurique. Dans ces conditions, deux réactions sont possibles. En effet, premièrement, il va se former l'ion alkoxonium, ROH2+, par réaction acide-base, donc l'alcool activé, mais il peut ensuite réagir de plusieurs façons et cela dépend de la classe de l'alcool. Si l'alcool est tertiaire ou secondaire, on aura en général une élimination E1. Donc c'est-à-dire que l'alcool activé va former un carbocation, et puis ensuite on aura élimination et formation d'un alcène. À noter que l'élimination E1, quand elle a lieu sur un alcool, elle correspond à éliminer de l'eau, et donc on l'appelle déshydratation intramoléculaire. Intramoléculaire puisque c'est de l'eau qui appartenait à la molécule. Alors cette réaction, par contre, elle ne peut se produire que pour les alcools tertiaires et secondaires lorsqu'il y a chauffage, puisque dans le cas d'un alcool primaire, le mécanisme nécessiterait de passer par un carbocation primaire qui est trop haut en énergie, donc trop difficile d'accès. Alors que se passe-t-il dans le cas d'un alcool primaire? Eh bien dans ce cas, on a une substitution SN2. Alors, qui est le nucléophile dans ce cas-là, puisqu'il y a juste l'alcool et l'acide? Eh bien le nucléophile, c'est en fait l'alcool lui-même. En effet, lorsqu'on met l'alcool en présence d'acide sulfurique, seule une partie des molécules d'alcool sont activées et transformées en ion alkoxonium. Il y a un équilibre en fait, qui s'établit, et il reste une partie des molécules d'alcool qui, elles, ne sont pas protonées. Or, un alcool, c'est un nucléophile. Pas un nucléophile très fort, certes, mais c'est un nucléophile. Donc ici, quand un alcool non activé entre en contact avec un alcool activé, eh bien il peut se produire une SN2 avec l'oxygène qui attaque le carbone portant ce bon groupe partant ici, H2O. Pour former donc un hétéroxyde, on observe une SN2. Alors cette fois, lorsqu'on forme l'hétéroxyde, on a également départ d'une molécule d'eau, donc on appelle aussi ça une déshydratation, mais on va appeler ça une déshydratation intermoléculaire. Pourquoi? Parce que il a fallu deux molécules pour éliminer une molécule d'eau, donc on parle de réaction intermoléculaire. Cette réaction ne peut se produire que pour les alcools primaires. En effet, quand on utilise des alcools secondaires ou tertiaires, ils sont un peu trop encombrés pour permettre la réaction qui est très sensible aux effets stériques. Une remarque importante maintenant. Ces deux réactions ne se produisent que s'il y a l'alcool dans l'acide sulfurique et rien d'autre. En effet, si on met l'alcool, de l'acide sulfurique, mais qu'on rajoute un bon nucléophile, par exemple des ions Cl-, n'importe quel ion vraiment qui serait chargé négativement et qui serait un bon nucléophile. Alors dans ce cas, on ne se pose plus la question de savoir si l'alcool réagit sur lui-même ou de savoir s'il y a des hydratations intramoléculaires. S'il y a un bon nucléophile, ce nucléophile va attaquer. Donc on aura soit une SN1, soit une SN2 en fonction de la classe de l'alcool, mais il n'y aura pas de déshydratation. Application. Pour chacune des réactions suivantes, déterminer le mécanisme et les produits majoritaires. Sachant que on peut utiliser en fait pour la déshydratation d'un alcool soit H2SO4 comme on l'a vu précédemment, soit H3PO4, l'acide phosphorique, ça donne à peu près la même chose. Et n'oubliez pas que s'il y a également un nucléophile en plus de l'acide, dans ce cas il n'y aura pas de déshydratation mais simplement SN1 ou SN2. Je vous laisse faire cette application en mettant pause sur la vidéo et je donne le résultat dans quelques instants.
Voici les résultats. Pour la première réaction, on voit qu'on fait réagir un alcool primaire avec un acide et qu'il n'y a pas d'autres nucléophiles. Autrement dit, on anticipe que il va y avoir une SN2, l'alcool va être activé, puis un alcool non activé va réagir sur l'alcool activé et on va obtenir un hétéroxyde. Plus une molécule d'eau, on dit qu'il y a déshydratation intermoléculaire. Pour la deuxième réaction, cette fois c'est un alcool secondaire qu'on met également dans un acide, on chauffe. Donc là, le fait qu'on chauffe, ça favorise une déshydratation. Le fait que l'alcool soit secondaire, ça fait que on va plutôt avoir une déshydratation intramoléculaire, cette fois, donc un mécanisme E1 qui donne un alcène. Pour le choix de la régiosélectivité sur l'alcène, parce qu'il aurait pu se faire à gauche ou à droite, on utilise la règle de Zaïtsev, on forme l'alcène le plus stable. De même, pour le choix de faire un alcène Z ou E, on va plutôt faire le E parce qu'il est plus stable. Enfin, pour la troisième réaction, on voit qu'on a mis un alcool secondaire dans un milieu acide et qu'on a rajouté en plus de ça un bon nucléophile, les ions iodures. Autrement dit, ici, ce qui va se passer, c'est soit une SN2, soit une SN1, c'est-à-dire que l'alcool va d'abord être activé, et puis ensuite, il faut réfléchir à la situation, est-ce qu'on aura plutôt une SN2 ou plutôt une SN1 ? Bon, ici, moi, je pourrais dire que ça dépend de la concentration en ions iodures. On pourrait considérer que l'ion iodure est un très bon nucléophile et qu'on aura plutôt une SN2. On pourrait aussi considérer que on est quand même dans un solvant protique et si l'ion iodure n'est pas très concentré, du coup, on aura plutôt une SN1. Donc ici, les deux solutions sont possibles. Disons que là, j'ai choisi de donner une réponse avec une SN1, mais que ça aurait pu aussi être une SN2. Savoir faire D4. Comprendre la synthèse d'un hétéroxyde par la méthode de Williamson. La méthode de Williamson, c'est une méthode que nous allons voir ensemble quand nous allons faire la séance d'Olympiade lundi, mais je voulais juste vous en parler rapidement. L'idée de la méthode de Williamson, c'est d'arriver à faire un hétéroxyde entre deux alcools qui sont différents, et ceci en transformant un alcool en un bon nucléophile, et en transformant l'autre alcool en un bon électrophile, et ensuite, en combinant ces deux alcools, eh bien, on obtient l'hétéroxyde. Donc c'est deux méthodes qu'on n'a pas encore vues aux Olympiades, on les verra lundi. Une méthode efficace pour transformer un alcool en un bon nucléophile, c'est de le mettre au contact du sodium solide. Voilà, on verra que le sodium solide, il est capable vraiment de capturer les protons en les réduisant et en les transformant en dihydrogène qui ensuite s'évapore, et donc de transformer du coup un alcool ROH en un très bon nucléophile, donc en ion alcoolate RO-. De la même façon, le chlorure de thionyle, SOCl2, c'est un très bon réactif pour transformer un alcool en halogénoalcane. Ce qui est pratique puisque l'halogénoalcane est un bon électrophile. Et ensuite, en faisant réagir un alcoolate avec un halogénoalcane, on peut faire une SN2 qui donnera l'hétéroxyde voulu. Bon. Pour bien comprendre cette synthèse, en fait, il faut comprendre chacune des réactions que nous n'avons pas encore vues. Donc, nous détaillerons cela ensemble lundi.